Et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Podcast un petit peu particulier parce qu'il va s'intéresser au dénouement de cette saison NBA QV 2021-2022. Donc on va parler évidemment de ces finales qui opposent les Golden State Warriors aux Boston Celtics. Et pour vous accompagner, je suis avec PH. Bonjour PH. Bonjour Chris, bonjour à tous. On va passer sûrement, vu les deux loustiques, une bonne demi-heure ensemble et on va faire la petite preview de cette finale NBA qui s'annonce. Bah oui, 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 on arrive vraiment voilà, à la fin du parcours, à la fin du chemin. C'est toujours un moment un petit peu particulier pour nous qui sommes fans, observateurs de l'NBA, pour vous également qui nous écoutez, j'en suis certain. On ne va pas changer le déroulement qui fonctionne avec PH. On va revenir dans un premier point là dans quelques instants sur alors la dynamique ou surtout comment ces deux équipes en sont arrivées à parvenir à ces finales NBA avec des parcours différents hein, pour ces deux franchises. Ensuite, on s'attardera un petit peu plus évidemment sur cette match-up. Quels sont pour nous les points importants à retenir et quels sont les facteurs qui vont pouvoir peut-être faire la différence dans ces séries. Et évidemment, vous l'attendez tous, à la fin, on fera notre petit pronostic avec PH. Alors moi, j'attends particulièrement celui de PH. Je ne sais pas si PH attend particulièrement bien, mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire. Donc avant de parler pronostic, on va quand même faire un petit retour dans le passé et revenir sur ces playoffs pour ces deux équipes. PH, je te laisse la main. Et sur quelle équipe tu veux revenir un petit peu là? Eh ben, je vais commencer par l'équipe la moins expérimentée des deux, autrement dit les Boston Celtics, 17 fois champion NBA et peut-être bientôt 18. Alors, les Celtics, c'est tout simple. Sur leur playoff 2022, ils ont posé un run absolument all-time. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par sweeper les Nets 4-0 au premier tour. Ils ont été ensuite se frotter aux Bucks de Giannis, les champions au titre. Une série qui a été assez incroyable, peut-être la meilleure série des playoffs jusqu'ici, ou du moins une des meilleures, ça se défend complètement. Une série qui a été en 7 où chaque équipe s'est échangé les victoires. On a une victoire, il me semble, à part les deux derniers matchs où Boston. Non, non, peut-être que même jusqu'au bout, ça s'est changé. Enfin bref, une victoire en 7 matchs contre le champion titre, une victoire référence. Puis après, tu te retrouves face au Miami Heat. Et alors là, on a eu le droit à une série complètement rocambolesque, si on peut employer ce terme. Euh, une série qui avait pas de sens en fait parce que l'avantage du terrain ne voulait rien dire et puis on avait blowout sur blowout. Il y a que il me semble le troisième match et puis peut-être un peu le dernier où on a eu un match assez serré. Sinon ça a été que des échanges de claques entre guillemets. Donc voilà, et puis les Celtics qui s'en sont sortis au septième match, qu'on verrouillait à la fin de la série, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce rythme un peu fou, il fallait l'entériner. Donc du coup, Boston se retrouve en finale NBA pour la première fois depuis 2010, où ils avaient affronté les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol. Et, euh, et donc voilà, ils sont outsiders pour moi dans cette série, mais on va y revenir. Et les voilà face aux Golden State Warriors, et je te laisse la main. Ouais, 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 pas de problème, PH. Est-ce que tu peux juste me refaire le pot gazole? Comment tu l'as fait? Parce qu'il est quand même. Pau T'as un accent. Gasol? Pas au Pau. gaz, magnifique. Eh C'est un oui. accent de où ça? De ton bayou Non, non, c'est un truc un peu à l'américaine, mais un peu forcé, je pense. Mais voilà, on se fait plaisir. Bon, c'est le dernier podcast des playoffs, entre guillemets, pour faire les previews. Donc, on se fait un peu plaisir, quoi. Ouais, oui, t'as bien raison. T'as bien raison. T'as même utilisé déjà le terme rocambolesque. Donc, Et en Pyrénées, j'ai en, j'ai calé les deux déjà. en 4 minutes, c'est bon, ton contrat est acté pour la saison prochaine, PH. Magnifique. Ouais, du coup, on va revenir maintenant sur les Warriors, les Californiens. Alors, ils n'ont pas du tout eu le même parcours que Boston. Peut-être un chemin un peu moins chaotique, en tout cas de mon point de vue. Premier tour contre Denver, contre l'équipe de Nikola Jokic, donc, qui était MVP en titre, qui a récupéré à nouveau le titre de MVP derrière, mais un Nikola Jokic qui était vraiment dans ses standards, qui était intéressant, même s'il avait été bien défendu par Draymond Green dans l'ensemble, mais un Nikola Jokic un petit peu trop esselé pour inquiéter cette équipe des Warriors qui a pu en plus pardon, avoir ce petit confort, ce petit luxe de laisser Stephen Curry sur le banc pendant une bonne partie de la série.
Comme ça, c'était une bonne remise en forme pour le chef Curry dans ses playoffs. Donc, premier tour plutôt maîtrisé. Demi-finale ensuite contre cette équipe de Memphis là, qui nous avait vraiment impressionné, qui nous avait ébloui, on avait vraiment beaucoup apprécié leur saison régulière évidemment. Série un petit peu plus compliquée quand même peut-être. Alors autour d'un Ja Morant évidemment assez étincelant, d'un Desmond Bane, Jared Jackson Jr. sur alternance, mais une équipe de Memphis plutôt intéressante. Je me souviens qu'on avait eu une grosse discussion avec toi, PH. Alors maintenant, on a l'impression que ça fait une éternité, mais après un match 5 catastrophique des Warriors, ils avaient l'occasion de terminer la série et ils avaient pris une piquée, pour être poli, incroyable, 134-95. Il y avait eu plus de 55 points d'écart à un moment. Mais bon, les Warriors avaient quand même fini le travail à la maison en 6 matchs. Qualification donc pour les finales de conférence face à une équipe que l'on n'attendait pas, cette équipe de Dallas. Qui a éliminé les Phoenix Suns, peut-être le choke le plus important de ces playoffs, mais c'est pas le sujet de ce podcast évidemment. Mais voilà, les Mavericks de Luka qui sont parvenus en finale. Bon, globalement, les Warriors ont plutôt maîtrisé leur sujet, malgré un Luka qui était quand même à 32 points, 9 rebonds et même 6 passes de moyenne dans les 5 matchs. Mais voilà, des Warriors qui n'ont pas eu besoin d'aller à un match 7 comparé à des Celtics qui en ont eu 2. Donc moins de matchs dans les jambes des Warriors, ça pourra peut-être faire la différence. On en parlera un petit peu plus tard certainement dans ce podcast. Voilà pour ce petit tour sur le parcours de ces deux équipes qu'on va retrouver dès ce soir, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi si vous nous écoutez. Le premier match à 3h du matin. Maintenant, PH, on va un petit peu s'attarder sur la confrontation, sur le match-up entre les deux équipes, entre les joueurs, entre les coachs. Il y a plein de choses à voir. Je te retends la main. Je te laisse aborder le premier point que tu souhaites un petit peu ouvrir sur ce match, sur cette série plutôt même. Très bien. Alors, je prends la main comme dirait les candidats de questions pour un champion. Moi, je vais partir, je ne vais pas être original, mais de toute façon, quand on arrive dans ces matchs-là, il n'y a pas de secret. Je vais prendre la défense du secteur extérieur. Pourquoi? Parce que les meilleurs joueurs de cette série sont des joueurs extérieurs. D'un côté, on a Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins, et en face, on a Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum. Donc, il y a du All-Star à tous les étages. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir les match-up défensivement, surtout. Comment vont se sortir chaque équipe. Parce qu'on a vu Andrew Wiggins qui a été absolument éblouissant en défense sur ses playoffs et surtout sur la série face à Dallas et même celle contre Memphis, on l'a vraiment vu. Moi, je pense qu'ils vont l'envoyer sur le meilleur joueur adverse. Enfin, sur le meilleur joueur adverse. Ils vont l'envoyer ils vont le mettre sur, comment on appelle ça? Sur Thompson, je pense. Ils le mettront pas, sur le meilleur extérieur, du coup, non, mais ils vont le mettre sur Thompson, je pense. Non, je dis n'importe quoi. Oh là là, je suis en train de me perdre. Allez, c'est pas grave, on se reprend. On se reprend. Ils vont le mettre donc sur le meilleur extérieur adverse, donc sur Tatum, voilà. Je pense que c'est clair et net. Vu ce qu'il a montré depuis le début de ses playoffs, c'est légitime. En plus, c'est deux postes 3, donc ils vont se retrouver face à face. Donc pour moi, c'est pas déconnant, ils vont le mettre dessus, même si Draymond Green viendra aussi s'en occuper. Et ça va être intéressant parce que Tatum, on a vu qu'il pouvait avoir des matchs au sang un peu au tir. Et vu les mixtapes défensifs que fait Andrew Wiggins depuis quelques matchs, je vais particulièrement suivre ce duel qui va être hyper intéressant, je pense. On va voir est-ce que Andrew Wiggins peut museler Tatum sur cette série comme Tatum l'avait fait avec Durant, ou est-ce que ça va être compliqué? Parce que déjà, si Tatum arrive vraiment à prendre l'avantage sur Wiggins, ça va libérer des espaces parce que ça va les obliger à tourner, à changer de défenseur, à switcher. Alors, on sait qu'ils peuvent tous switcher des deux côtés. Je ne l'ai pas encore dit, mais ça me paraît évident. Et puis voilà, après, on va voir est-ce que Thompson il va être mis sur Brown. J'imagine que oui. Brown, surtout, ce qu'on a vu sur ses bluffs, c'est que c'était plus un mec qui drivait, même s'il pouvait mettre de loin. Donc Thompson défend très bien sur l'homme et il a une bonne rapidité latérale. On l'avait vu à la fin du Game 1 contre les Grizzlies où il avait bien défendu Ja Morant. Et puis après, l'interrogation, ça va être Curry parce que il lui reste Marcus Smart. Curry s'est amélioré en défense. Steve Kerr disait cette année que c'était sa meilleure saison défensive en carrière.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que là, Smart, il va falloir le museler aussi. Et là, pour le coup, ça va être intéressant. On sait qu'en face, Smart va se donner sur Curry, mais il n'arrivera pas à le garder. Si Curry, il peut limiter Curry au tir, parce que Curry, on sait pareil que sur ses playoffs, il a un peu des soirs sans au tir. Mais le plus intéressant, ça va être dans l'autre sens. Parce que moi, j'ai envie de voir est-ce que Curry, enfin, qu'est-ce qu'il va faire sur Smart, comment ils vont s'organiser. Donc voilà, moi je suis. Et puis ça va dans l'autre sens, hein. Tatum qui va peut-être être mis sur Thompson, Smart qui sera sur Curry. Enfin, les affrontements défensifs, enfin les match-ups directs entre les deux, que ce soit en attaque et en défense, ça va être hyper intéressant selon moi. Oui, oui, et complètement. On a quand même deux des meilleures défenses de la NBA en saison régulière. Alors, c'est la saison régulière, c'était une autre époque, mais bon, c'est quand même un marathon la saison régulière. Donc, les ajustements, la façon de défendre, évidemment, ils ont pris des habitudes. On a vu en playoff, hein, quand il faut défendre le fer, bah, les deux équipes étaient là, évidemment. Donc, oui, oui, c'est clair que ce point sur la défense va être important, sachant que tu l'as dit, ça switch maintenant dans tous les sens. On peut plus nécessairement maintenant faire des comparos poste par poste, ça paraît compliqué. Il y aura des moments où oui, le poste 1 sera contre le poste 1, le poste 2 contre le poste 2, mais ça switch maintenant, comme tu l'as dit, tellement partout. Les systèmes ont évolué, les systèmes défensifs ont évolué, offensifs évidemment, et donc on cherche le mismatch, la match-up favorable pour le joueur. Donc il y a des prises à deux évidemment, donc c'est vraiment très très intéressant à suivre. Moi, je vais m'intéresser un petit peu à la peinture dans cette confrontation. On a quand même là aussi des gros bonhommes qui vont s'affronter. Alors, pas du tout le même gabarit ou en tout cas pas du tout le même profil de jeu. Du côté de Boston, on a Robert Williams qui a fait un bien fou, hein, dans la dernière série contre Miami. Alors, dans quel état de santé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a Lorford aussi qui nous propose des playoffs incroyables, hein. Je notais un petit peu ses stats tout à l'heure. Il y a quand même 3 matchs à 20 points ou plus. Contre Milwaukee, il avait fait au Game 3 22 points, au Game 4 30 points, c'était son record. Et contre Miami en finale de conférence, au match 2, il avait planté 20 points. Donc Alorford peut vraiment être un facteur X, on le dit souvent dans ces matchs-là, dans ces confrontations. Le terme est même peut-être un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais voilà, si Horford a la bonne idée pour Boston de faire des matchs avec 20-25 points, ça peut vraiment faire la différence. Donc, comment les Warriors vont pouvoir défendre sur ces deux joueurs-là? Alors, surtout, on a un Horford qui aime bien sortir, qui n'hésite pas à prendre des shoots longue distance. En face, on aura Draymond Green, tu en as parlé tout à l'heure. On a Kevon Looney aussi, qui va avoir son impact dans la série, mais un Kevon Looney qui va devoir aussi suivre à Horford en particulier. Il va être sur Robert Williams, il va devoir aussi suivre Horford. Il va devoir aussi s'écarter de la peinture quand les joueurs seront loin ou quand Horford va shooter à 3 et si Robert Williams n'est pas sur le terrain, et ben, Kevon Looney va devoir aussi se décaler, donc ça va libérer de la place à l'intérieur. Donc ça va être très intéressant de voir quels ajustements Steve Kerr et Ime Udoka évidemment vont proposer à ce niveau-là. Toujours dans la peinture, on a une autre stat sur la saison régulière qui est intéressante à noter concernant toujours Boston. C'est la seconde équipe, hein, en saison régulière qui a encaissé le moins de points dans la peinture. Donc ils ont vraiment les armes pour bloquer. On l'avait vu contre Milwaukee. Alors évidemment, Giannis Antetokounmpo, alors, les Warriors n'ont pas un Giannis Antetokounmpo dans leur effectif, mais même un Giannis qui joue à l'intérieur avait fait ses stats, mais ils avaient su le limiter quand il fallait, en proposant un vrai bloc, alors plus nécessairement le mur comme on avait pu connaître à une époque, mais des prises à 3, même des fois à 4, mais là, ils ont des match-ups différents et des joueurs différents, évidemment, mais voilà, les Boston Celtics ont cette capacité à vraiment défendre le plomb et être présents à l'intérieur. On sait très bien que les Warriors, ils ont révolutionné la Ligue 2 par leur shoot à 3 points, évidemment, mais leur jeu n'est pas uniquement concentré sur ça. On sait très bien que Stephen Curry aime bien aussi rentrer à l'intérieur, percuter. Klay Thompson de temps en temps également, du Poole, surtout si l'adresse extérieure des Warriors s'avère être, je sais pas, dans 2 matchs un petit peu plus compliqués. On l'a vu dans ces playoffs, hein, que parfois l'adresse était compliquée du côté des Warriors. Et ben il va falloir alterner, il va falloir rentrer à l'intérieur. Et si Boston arrive à proposer les armes et arrive à proposer des barbelés à l'intérieur, et ben ça peut être compliqué en termes de choix offensifs pour les Warriors. Donc je suis plutôt hypé par ça et autant des deux côtés, autant
comment les Warriors vont réussir à un petit peu à pénétrer à l'intérieur de cette raquette et comment Boston va limiter évidemment les apports à l'intérieur tout en ils ne peuvent pas non plus se permettre de laisser les shoots extérieurs du côté des Warriors. On sait très bien que si on leur laisse le champ libre à 3 points, ça va dégainer et ça va faire mal. Donc voilà, c'est vrai que l'aspect défensif, on en parle beaucoup dans cette preview, mais ça va être vraiment quelque chose de primordial dans ces confrontations. Et moi, je ne serais pas étonné, je ne sais pas ce que tu en penses, PH, d'avoir des scores plutôt. Alors, je ne vois pas des 125 à 120, tu vois. Ouais, pardon, je t'écoute, je pensais qu'il y avait une suite. En vrai, ça dépend, ça va dépendre des matchs, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus serré. Mais après, on avait dit ça pour Miami, Boston, et regarde, on a eu Oui. des blowouts. Mais oui, dans l'idée, je suis assez d'accord avec toi. Je te laisse Donc, continuer et je non, réponds. non, mais moi, sur ce point-là, en tout cas, on a plutôt pas mal parlé défense, tout ça. Est-ce que toi, tu veux aborder quel autre point pour toi te paraît intéressant de mettre en lumière là, dans ce podcast, la PH? Bah, je vais rebondir vite fait sur ce que tu as dit, Bien sûr. sur le secteur intérieur, parce que évidemment que c'est primordial. Est-ce que c'est peut-être pas même le secteur clé de la série? Parce qu'on parlait de défense juste avant, à juste titre, parce qu'on a des All-Stars partout, mais est-ce que c'est pas justement le secteur intérieur qui va faire la bascule? On va voir, mais en tout cas, je suis assez d'accord. Le truc qui peut avantager enfin pas les Warriors, mais tu parlais tout à l'heure de Looney qui devrait sortir. Draymond Green n'aura aucun problème à sortir et à suivre à Horford, même s'il est un peu plus petit, moins costaud, il n'y aura aucun souci. Looney, il aura sûrement sur certaines match-ups à sortir. Moi, je pense qu'il est capable de le faire. On l'a vu sur certaines séquences dans ses playoffs. C'est quand même un joueur qui est certes un peu soldat col bleu, mais il est assez mobile et il peut un peu sortir. Mais quand il y aura la doublette, si Robert Williams joue, parce que si Robert Williams est un peu absent comme sur ses débuts de playoffs et qu'il se retrouve avec une raquette Grant Williams à leur fort, là, ça va tousser beaucoup plus fort. Mais si on a Robert Williams, Looney, il se mettra dessus et il n'aura pas à sortir si long, tu vois. Donc, ça se jouera peut-être dans la peinture, en effet. Et je te rejoins complètement sur le fait que ça va être hyper intéressant de voir comment ça va s'ajuster des deux côtés dans la peinture. De mon côté, bah, je vais pas être original une fois de plus, je vais prendre le banc parce que on sait évidemment que c'est un secteur qui fait la bascule. Enfin, les titulaires, c'est bien, mais si ton banc ne tue pas, tu gagnes pas. On l'a vu encore sur ces playoffs, et puis c'est une règle élémentaire du basket de toute façon. Et là, pour le coup, je ne sais pas trop à qui donner l'avantage, parce que d'un côté, tu as donc Peyton Pritchard, tu as Daniel Tice, selon les moments, mais vraisemblablement, ce qui se prépare, c'est Grant Williams, et puis il y a mon ami Derek White. Mais oui, évidemment, Derek White. Derek. Et oui, la légende de Boston, le dégaineur du Massachusetts, la patte chaude de San Antonio, enfin vraiment les superlatifs manquent. Mais en face, tu as du costaud parce que Jordan Poole, c'est peut-être le meilleur joueur de banc de la série. En tout cas, il est dans la discussion. Et puis après, avoir Otto Porter, il me semble, va revenir de blessure. Kuminga est assez bon depuis le début de ses playoffs. Il est hyper jeune, mais c'est vrai qu'il a des responsabilités, il s'en sort bien. Alors après, il faudra voir ce qu'il donne parce que c'est vrai que pour le coup, le banc de Boston, c'est plus des extérieurs. Enfin, ils sont souvent dans une rotation à 8, pardon, où il faut rentrer Pritchard, Grant Williams et White. Derrick White. Voilà. Donc, à voir ce qu'il peut donner là-dedans, mais ça va être intéressant. Et puis, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais on aura peut-être le retour de Gary Payton, qui, lui, pour le coup, peut vraiment faire basculer la série avec son profil d'Energizer, parce qu'il va se donner en attaque, il va se donner en défense, il sait tout faire, il peut sanctionner de loin, même si c'est pas son aspect principal. Il drive très très bien. Moi, j'ai souvenir d'un nombre incalculable de drives cette saison qui sont hyper compliqués, il te les met dedans quasiment tout le temps. Il a des qualités athlétiques de fou. Et puis défensivement, tu peux l'envoyer. Tu lui mets de la viande en face, le gars, il s'excite, quoi. Il va coller le gars. C'est vraiment le fils de son père. Il va coller le gars et il peut te l'éteindre. Donc à voir quand il reviendra. Il est annoncé Game Time Decision pour le Game 1, donc c'est-à-dire que la décision sera prise juste avant le match.
Mais du coup, peut-être avantage à Golden State dans la profondeur. Mais après, c'est vrai qu'on a vu que le banc de Boston était hyper efficace, alors que celui de Golden State s'est mis en évidence, mais je pense qu'on les a moins vus, alors que Boston, on a vraiment vu que tu pouvais compter sur tout le monde, quoi. Donc ça va être intéressant de voir quand il va sortir certains de ses titulaires, parce que si les matchs sont serrés, il y aura toujours un, voire deux des trois extérieurs de chaque côté, et ça tournera autour. Donc, à voir l'apport des joueurs du banc. Mais évidemment, comme toute série de finale et comme toute série de playoffs, le banc aura son importance. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, non, si, si, complètement, complètement d'accord avec toi. Alors, encore plus que plus on s'approche de la fin, ça me fait penser aux côtés titulaires qui sont présents. Rappelle-toi, dans les derniers matchs de la série entre Boston et Miami, un Jimmy Butler, il a joué, il est pas sorti, il est pas sorti. Donc, alors, ils vont pas tous faire 48 minutes, évidemment, mais comme les joueurs majeurs vont jouer énormément de temps, le peu de temps où ils vont se reposer, il va vraiment falloir que ces joueurs du banc impactent tout de suite. Il va falloir qu'ils soient tout de suite présents. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un 0-4 à 3 points ou de démarrer avec deux balles perdues, 0-2, 0-2 au shoot et deux lancers francs ratés. Sinon, ils vont tout de suite repartir sur le banc. Donc, c'est aussi très compliqué, joueur NBA, mais ça doit être très compliqué quand tu es joueur de banc. Tu sais que tu vas avoir une rotation très courte, encore plus en finale. Tu sais que tu vas devoir être présent et être impactant sur un moment très, très précis, calibré avec les coachs, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'un Tatum, il suffit qu'un Curry, qu'un Thompson, qu'un joueur phare prenne rapidement 2-3 fautes, ce qui est arrivé à Tatum dans la série contre le Heat. À plusieurs reprises, hein, il a été, même à Marcus Smart, ils ne sont pas à l'abri d'être rapidement pris par les fautes. Et dans ces cas-là, du coup, il va falloir que les joueurs du banc impactent tout de suite. Donc en effet, ça paraît logique, comme tu le disais en introduction, les joueurs du banc, c'est primordial dans cette série-là. Et les, les équipes peuvent prendre un éclat parce qu'une équipe du banc, parce que la seconde unit n'a pas été performante. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc évidemment, ça va être à suivre et on attend que tous les joueurs que tous ces joueurs soient frais et dispo. Et en parlant de frais et dispo, moi, il y a un point qui m'interpelle ou en tout cas qui m'interroge. Alors peut-être pas sur les premiers matchs. Si la série doit durer, on verra notre pronostic tout à l'heure, mais je pense pas qu'on voit un 4-0 ni de l'un ni de l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez en nous écoutant, mais moi, il y a un facteur qui m'intéresse, c'est ce facteur un peu santé, un peu blessure, état de forme. Je sais pas, on peut mettre le qualificatif qu'on veut. On a quand même des joueurs de Boston, on ne sait pas nécessairement dans quel état physique ils sont. On a Robert Williams qui était là, qui était absent, qui est revenu. Jason Tatum qui s'est plaint de son épaule. Alors, il a pas non plus, il a été là à tous les matchs, mais on sait qu'à plusieurs reprises, il s'est un petit peu plaint. On a vu des gestes aussi dans les matchs contre Miami. On a Marcus Smart qui s'était fait un truc au niveau de la cheville. On l'avait vu, je ne sais plus lors de quel match contre Miami où il était sorti. On l'avait dans les travées du à Boston où il s'était fait avec le staff. Il était revenu sur le terrain, mais dans quel état de forme ils vont être? Alors, on sait aussi que c'est des bâtons. Marcus Smart, c'est un guerrier pas possible. Et même avec une jambe en moins et 3 phalanges en moins, il sera sur le terrain. Mais à voir quand même s'il a dur. Il y a l'autre aspect, tu en as parlé, le Gary Payton. Donc, même si, comme tu l'as dit, il est en game time sur ce match 1, donc c'est fort probable, voire quasi certain, que sur les matchs peut-être 2, 3, 4, il sera de retour. S'il n'est pas là au match 1, il sera de retour dans les autres matchs. Donc, ça va vraiment être intéressant dans l'apport, comme tu l'as très bien dit, pour cette équipe des Warriors. À voir dans quel état il revient aussi, hein, parce que Gary Payton, il est absent depuis le match 2 contre Memphis, donc c'est en demi-finale de conf. Il a raté donc une série complète et une demi-série, donc une série et demie. Donc à voir dans quel état il revient, mais ça, j'ai pas de doute que le staff médical du côté des Warriors sait gérer ça. Et l'usure des séries, on en parlait dans la première de ce podcast, des équipes qui n'ont pas du tout eu les mêmes confrontations, le même match. Boston qui est à 2 matchs 7 et qui a quand même eu des monstres à affronter quand on se dit que Jason Tatum et toute sa bande ont dû se débarrasser de Kevin Durant. Bon, alors certes, on casse quand même une équipe avec des matchs plutôt serrés quand même, hein, malgré le sweep. Derrière, ils ont dû quand même se farcir l'équipe des Bucks, qui est quand même un physique incroyable. Alors, il leur manquait Chris Middleton, mais
Déjà, quand tu dois affronter pendant 7 matchs Giannis Antetokounmpo, je pense que tu laisses un petit peu de gomme sur le parquet. Ensuite, Miami, numéro 1 de la ligue, avec un Jimmy Butler vraiment incroyable et une équipe qui te rentre dedans aussi physiquement. Donc, il y a vraiment je pense que l'usure du côté de Boston, ça pourrait jouer dans le cas de figure où la série traîne un petit peu. Donc pour moi, ça va être à voir. Alors c'est quelque chose qui est difficilement palpable pour nous qui sommes spectateurs depuis notre télé ou depuis le stade, si vous avez la chance d'y être. Mais ça peut être quelque chose à voir, des blessures un peu anodines ou alors une cheville qui va se fouler sur une mauvaise réception parce que le corps il est un peu fatigué. Le corps, au bout d'un moment, il te dit stop. Donc, ouais, non, non. Pour moi, ce facteur santé peut être important. On sait également que les Warriors et les blessures, hein, en finale, Thompson, pas besoin de vous rappeler son histoire. Heureusement, Stephen Curry, il n'est pas tout jeune non plus. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème particulier. Son état de santé a l'air parfait, mais on n'est jamais à l'abri non plus d'une blessure. Donc attention. Attention à ce facteur-là qui pourrait jouer. Alors, on espère évidemment que ça jouera le moins possible et qu'on aura des joueurs, tous les joueurs présents avec leur état de forme maximum à ce niveau-là de la série. Mais on n'est jamais à l'abri. Donc attention. PH, un dernier point que tu veux aborder ou pas? On va en parler vite fait, mais ça revient sur ce qu'on dit Ouais. depuis tout à l'heure. Ça va être les coachs. Comme dans toute grande série, il faut des grands coachs. Steve Kerr, on n'a plus besoin de le présenter. Il a un CV aussi long que notre bras. Il avait fait des choix un peu étranges ces derniers temps, sur les dernières saisons. Et puis cette année, j'ai souvenir de deux, trois trucs un peu douteux. Mais voilà, en playoff, on a retrouvé une grande équipe et son coach. Donc, et puis moi, ce qui m'intéresse le plus, vu que Steve Kerr en connaît, ça va être Ime Udoka, parce que certes, donc il est coach rookie, on le rappelle. Il me semble que c'est le cinquième coach rookie qui va en finale dès sa première saison, si je dis pas de bêtises. Euh, on l'a vu capable de s'ajuster sur toutes les séries. Mais là, entre guillemets, pour moi, c'est la série ultime. Parce que Mm. au-delà du fait que ce soit les finales, oui, tu as dû affronter, on a refait l'historique, les Nets, les Bucks, le Heat, mais là, tu es contre la dynastie des 10 dernières années, avec tout le monde au complet, entre guillemets. Enfin, toutes les stars sont là, il y a pas de problème. Donc là, on va voir comment ils gèrent ça, comment ils gèrent les remplacements, comment ils gèrent l'ajustement en défense, si on a les deux poteaux, Curry et Clay, qui commencent à prendre feu, comment tu gères ça? Les match-ups défensifs, même si on sait que ça risque d'être très bien géré une fois de plus, mais la bataille des coachs, oui, on peut faire une petite mention dessus, parce que ça me paraît essentiel de voir comment chacun va réagir. Avantage à Steve Kerr, mais on a vu que Udoka, pour sa première saison, ça lui faisait pas peur du tout. Donc, ça va être intéressant de voir les choix de chacun. Oui, oui, Ime Udoka, ça le fait pas. Quand il était contre Mike Budenholzer contre les Bucks, on lui promettait pas non plus de passer et il l'a passé. Alors, il a jamais out-coaché le coach adverse, mais il a quand même toujours passé la série. En finale de conférence, il affronte Eric Spoelstra qui a quand même un CV. Tu parlais du CV de Steve Kerr, celui de Spoelstra est quand même plutôt intéressant également et conséquent. Et il est passé. Donc oui, c'est clair que l'adversité du coach en face ne fait pas peur, Ime Udoka. Il l'a dit. Moi, j'ai bien aimé sa déclaration à la fin du match où il se qualifie du coup contre le 8, où il dit oui, nous à Boston, on célèbre pas un titre de conférence. C'est pas Ouais, suffisant pour nous, pour l'héritage, pour l'histoire de cette équipe-là. Nous, voilà, on est content, mais le chemin n'est pas terminé. Et voilà. Et j'ai bien aimé cette phrase-là. On ne célèbre de conférence chez les Boston Celtics. Ça montre l'ambition naturelle, évidemment, d'une franchise tellement historique, mais ça montre aussi que voilà, il n'a pas peur. Oui, comme tu l'as dit, il va affronter un coach qui a un nombre de bagues incalculable, autant en tant que joueur à l'époque des Bulls que de coach maintenant en tant que coach des Warriors. Donc ouais, ça va être vraiment intéressant. Moi, le dernier point pour conclure rapidement sur les points à suivre dans cette série, c'est pas un point à suivre évidemment parce que c'est du passif de l'historique, mais juste pour faire une petite mention sur l'expérience en finale. Tu as parlé de la dynastie des Warriors. Alors Boston a une histoire évidemment, mais il y a une histoire qui n'est pas avec ses joueurs. Il y a cette
stats qui est sorti, que vous pouvez retrouver rapidement sur les réseaux, que vous pouvez retrouver dans la preview écrite qu'on a faite sur le site. Les Warriors, c'est 123 matchs de finale. Donc, évidemment, quand le ballon va être lors du match 1, tout sera entre guillemets remis à zéro. Mais sur des fins de match, serrées, sur des moments de match ou de série où une équipe va prendre le lead sur l'autre, et les Warriors ont tout connu. Moi, c'est ce que je mettais dans l'article. Ils ont connu les plus grandes joies comme ils ont connu les plus terribles désillusions, cette équipe des Warriors. Donc, on en a parlé dans l'émission Step Back avec toi, PH. Il y avait Tim aussi qui était dans les parages mardi dernier. Cette équipe des Warriors, voilà, ils ont connu le choc de 2016, ils ont connu la terrible finale 2019 où KD et Klay Thompson se blessent, mais ils ont connu des joies incroyables 2015, 2017, 2018 contre l'équipe de LeBron. Donc, ces Warriors, évidemment, ont cette expérience qui va jouer, qui devrait jouer, je pense, à certains moments dans la série. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ce sera peut-être une des clés? Ça, on n'en sait rien, mais c'est certain que si les Warriors se prennent une pilule dans l'un des 2 premiers matchs à la maison, par exemple, ou je ne sais pas, lors du match 3 ou match 4 à Boston, ça ne les inquiétera pas. Ils ne vont pas avoir la tête sous l'eau. Ils savent, ils ont tout connu, donc ils sauront rebondir. Alors, on peut dire aussi que du côté de Boston, ils ont tout connu cette saison-là en playoff, mais les finales, c'est encore autre chose, donc à voir. Donc, ce sera intéressant à voir, mais c'est vrai que cette 123 matchs de finale d'un côté, 0 match de l'autre est assez marquant. Donc voilà. Est-ce qu'on n'attaquerait pas, PH, le petit pronostic? Ah, si, on va attaquer la meilleure partie de ce podcast. Le meilleur pour la fin, comme voilà. de cake. Oui, évidemment. Alors honnêtement, moi je vais vous dire là, au moment où on enregistre, j'hésite encore. Alors je vais vous donner mon pronostic, mais je suis vraiment en hésitation autant sur le score que sur le vainqueur, tellement cette finale me paraît indécise, on va dire. Donc PH, je te laisse la main. Eh bien, très bien. Moi, je ne suis pas en hésitation. Très bien. Je vais dire Golden State Warriors qui vont chercher leur 4e bague en 6 finales. Ouais, c'est ça, en 6 finales. Ce qui les ferait rentrer encore plus dans l'histoire, mais ça, on en a déjà parlé dans Step Back et on y reviendra cet été sûrement. Restez connectés. Victoire des Warriors, je dirais 4-2. 4-2, pas de match 7, même si évidemment je serais très très chaud pour un match 7. Je vois pas de match 7. Je pense que, comme tu viens de le dire, ça va être dans la continuité. Les Warriors, c'est une équipe qui a tout connu, c'est une équipe qui a une expérience exceptionnelle en playoff, c'est une équipe qui a des stars à tous les postes, qui a un coach absolument dingue, une profondeur de banc assez folle, même s'ils ont eu des années avec un banc un peu plus fourni, mais ils ont quand même un super banc. Et je pense que l'expérience fera la diff. Tu l'as dit, s'ils perdent 1 ou 2 matchs, ils vont pas s'affoler. En face, je dis pas que Boston craquera mentalement, mais là, comme je vais prendre une petite comparaison, parce que j'adore les comparaisons, je vais faire une petite comparaison avec le monde du jeu vidéo. C'est un peu le boss final, Golden State. C'est-à-dire que là, t'as battu les Nets, t'as battu les Bucks, t'as battu le Heat. Là, tu arrives contre la plus grande équipe. Et on sait que quand il y a des gros parcours comme ça, un peu all-time, dans tous les sports, dans toutes les compètes, où tu as une équipe pas forcément attendue à ce niveau-là, on sait que Boston était fort, mais on ne s'attendait peut-être pas à les voir aller jusqu'en finale NBA. Je pense qu'à un moment, ça s'arrête et que c'est extrêmement rare que l'équipe un peu sous-marine, entre guillemets, aille jusqu'au bout. On avait parlé des Mavs de 2011 qui sont un très bon exemple. Mais voilà, je pense que la marche, elle est un peu haute enfin, un peu haute. Elle est trop importante pour l'instant pour ces Celtics, même s'ils démériteront pas que Tatum fera sa série, que Brown fera sa série, que le Horford fera sa série. Je pense que les Warriors vont gagner cette série 4-2 et qui finiront du coup au TD Garden au Game 6. Parce que je les vois pas finir en 5 matchs, ni en 4. Donc voilà, ils finiront en 6 à Boston. Ok, oui, alors je te rejoins. Le 4-0, le 4-1 paraît assez peu probable. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, mais c'est vrai que ça paraît peu probable. C'est terrible. D'un côté, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais d'un côté, j'ai mon cœur qui balance pour une équipe, et de l'autre, j'ai un peu la raison.
ma raison ou une certaine forme d'objectivité que j'essaye d'avoir. On dit toujours dans les pronostics, il ne faut pas écouter son cœur, donc je ne vais pas l'écouter. Euh, je vais partir, et du coup, ça ira sur le contre-pied de ce que tu as dit. Moi, je vais partir sur une victoire des Boston Celtics, même si mon cœur pencherait plutôt pour les Californiens, mais victoire des Boston Celtics. Et le score, allez, 4-2 également. 4-2 également. Je vous donnerai un autre truc juste derrière, mais allez, 4-2 Boston, je vais essayer de faire court. Cette équipe-là, elle a surpris tout le monde. Moi, honnêtement, dans mon bracket, je ne les voyais même pas passer le premier tour. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai été mauvais, mais à quel point ils nous ont tous surpris. Je pense que très peu de monde ne les voyait pas. Alors, passer Brooklyn, ok, bon, c'était encore envisageable. Ensuite, tu affrontes le champion en titre, tu gagnes. Ensuite, tu affrontes le vainqueur de la conférence Est, tu passes encore. Ils ont tout connu dans cette saison. Une saison régulière en 2021, année civile catastrophique, horrible, tout ce que vous voulez. En 2022, on ne sait pas comment ils se sont réveillés. Ils ont un des 2-3 meilleurs bilans de NBA sur la partie 2022 depuis janvier. Les playoffs sont dans la continuité. Et je ne sais pas, j'ai l'impression, je lisais un article extrêmement intéressant sur un site ricain, un site américain, sur des comparaisons possibles. Alors toujours, il faut faire attention, mais est-ce que cette équipe-là de Boston avec Brown, Tatum, Smart, est-ce que ça ne serait pas une sorte de début, alors de début, attention, je mets bien entre guillemets, pas de dynastie, parce qu'on n'est pas du tout dans ces mots-là, mais dans un début de quelque chose où on va se dire, OK, et ben dans les 3, 4, 5 prochaines années, cette équipe-là, mais elle va être horrible. Tous les ans, elle va être minimum finale de conférence, voire finale NBA. Je suis tellement étonné, surpris par cette équipe de Boston que je me dis, voilà, ça va être à l'image de leur saison. Début de saison calamiteux, une année 2022 incroyable, ils passent tous les tours de playoff. Là, ils ont un adversaire, comme tu l'as dit, ils ont le big boss, ils ont une équipe qui connaît par cœur les finales NBA, comme leur poche. Mais on n'en a pas trop parlé, mais pour Golden State, ça va être une confrontation horrible également. Alors, on en a parlé dans les match-ups, mais autant les premiers tours, quand on l'a fait dans le petit condensé rapide au début, les équipes, voilà, il manquait un joueur ou alors c'était un joueur seul. Luka du côté de Dallas, je caricature un peu, mais c'est pour faire vite. Dallas, il n'y a que Luka. Du côté de Denver, il n'y avait que Nikola Jokic. À Memphis, c'était un collectif intéressant, mais il y a eu des matchs où il manquait Ja Morant, etc. Là, ils affrontent quand même une armada avec Jason Tatum, Jalen Brown. Comment ils vont? T'en as parlé, mais Jason Tatum, il nous fait des playoffs 2022 incroyables. Il a quand même éliminé Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler. Alors en face, il a un Stephen Curry incroyable, mais c'est pas du tout la même confrontation, ça n'a pas être la même match-up. Mais comment, moi, ça m'étonnerait pas de voir Tatum mettre des cartons incroyables dans cette série parce que il est à un niveau incroyable. Il a eu le titre là de MVP de conférence S, comme l'a eu Curry de l'autre côté, mais je trouve que Tatum est phénoménal. On a l'impression qu'il a enfin trouvé son potentiel. On se pose plus de questions sur le questionnement entre Jalen Brown et Jason Tatum, qui est numéro 1, qui est numéro 2, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? C'est terminé. Là, ils nous ont tous cloué la bouche en 2022 là-dessus. Donc voilà, moi je pense que alors ça me crève le cœur parce que j'adore les Warriors et pour leur histoire, leur legacy, comme on en a parlé plein de fois, j'aimerais qu'ils gagnent ce titre, mais je me dis que ces Boston Celtics, là, ils sont au début de quelque chose. Alors peut-être que ils seront au début de quelque chose malgré que ce sera l'année prochaine, l'année d'après, qui vont nous montrer qu'ils seront imbattables. Mais là, je sais pas, à l'image de cette saison 2022, je les vois. Et pour terminer, si par contre les Warriors sont amenés, j'hésitais entre le 4-2 Boston et entre le 4-3 Warriors. Je voyais bien le match 7 au Chase Center, et là par contre, je ne vois pas les Warriors de choke à nouveau en match 7. Tu vois. Ouais, ça serait fou si c'était le cas. Mais voilà, donc on a d'un côté un 4-2 Warriors et de l'autre un 4-2 Boston. Vous faites votre pronostic. Évidemment, c'est. Ouais. Ouais, si je peux rebondir vite fait sur ce que tu dis, sur l'aspect de ces Celtics, je pense ouais, qu'on voit le début de quelque chose de sympa. J'espère que cette équipe gagnera un jour une bague parce que des équipes comme ça qui n'ont jamais gagné, on en connaît tellement, enfin, surtout dans les années 90 où il y a un mec qui s'appelait Jordan qui fermait la porte. Mais je pense qu'on est au début de quelque chose. On en avait parlé plusieurs fois, mais le fait que
Tatum et Brown ont vraiment été installés en numéro 1 et numéro 2 et qu'on a viré les Walker, les Irving, etc. Ça fait beaucoup de bien à cette équipe et on est peut-être au début de quelque chose, mais on est un peu à la croisée des chemins. Tu as une équipe qui descend un peu, une équipe qui monte, à voir qui gagne. Selon nous, enfin nous ne sommes pas d'accord, mais en tout cas, je pense que les Celtics sont ce qu'il faut pour gagner dans les années à venir. Oui, oui, complètement. Je pense qu'on peut avoir un parallèle. Après, on va pas faire maintenant, sinon là, on est reparti pour 1 heure, mais il peut y avoir un parallèle, comme tu dis, entre une équipe qui descend petit à petit inexorablement, même si on ne voyait pas les Warriors aller en finale, mais ils vont pas faire cinq finales d'affilée, voilà, on sait très bien. Et d'un côté, ouais, cette équipe-là des Celtics qui monte, on ne sait pas où elle va s'arrêter, même si là, c'est que le début du projet vraiment qui prend forme. Donc, ouais, il y a une sorte de petite croisée, il y a des parallèles qui peuvent se faire entre ces deux équipes sur la construction, sur les choix de draft, sur la façon dont ils ont fait leur choix. Tu parlais d'avoir viré Irving et compagnie. Il y a vraiment des parallèles entre ces deux équipes-là qui sont possibles et ça va être vraiment très intéressant de voir ça en finale, peut-être une passation de pouvoir cette année ou pas. On saura ça d'ici, allez, alors on espère au moins 15 jours, parce que si on a la réponse dans une semaine, bon, ça voudrait dire qu'on est un 4-0 un peu moche. Donc, espérons le plus tard possible. Et ben voilà, on est pas mal pour cette petite preview PH. Ouais, on finit en beauté cette saison avec cette dernière preview. On s'est régalé à les faire ensemble. J'espère que vous régalerez et vous êtes régalés à nous écouter. Et on a hâte que les finales démarrent ce soir. On rappelle, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2-3 juin, à 3 heures du matin pour le Game 1. Vous pourrez suivre ça sur Beansport ou sur le League Pass, évidemment, pour pouvoir regarder ça tranquillement. Pour conclure, déjà, évidemment, on va vous remercier. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces quasiment 45 minutes. Encore une fois, on a fait très court, un PH. Ouais, c'est vraiment le kiff. On aime bien, on nous dit à la base, ouais, 20, 25 minutes, c'est un peu cool. Et puis nous, on fait 2h20. Donc c'est assez bien. Moi, j'aime bien. C'est un petit peu l'écriture de Free Agent. On aime bien faire durer. Mais sinon, après, on a le chef qui va nous couper au bout d'un moment. Si un jour vous nous écoutez et que vous avez le podcast qui se coupe au milieu, c'est que le chef a coupé parce qu'il en a eu marre de nous écouter. Mais voilà, au-delà de la blague, on vous remercie évidemment de nous avoir suivis sur ce podcast. Les podcasts, vous en avez plein évidemment sur vos plateformes, vos plateformes audio, on va y arriver. Peu importe celle que vous écoutez du côté de The Free Agent. On a en ce moment, on a PH, évidemment, on a Team qui nous font des podcasts incroyables sur les autres équipes NBA, les bilans, parce que la NBA, évidemment, là, on fait focus sur les deux équipes encore en liste, mais il y a 28 autres équipes qui sont en train de se préparer, ou peut-être d'autres qui sont en vacances, mais voilà, la NBA ne s'arrête pas, il y a une saison prochaine à venir, il y a des choix, il y a des drafts, il y a des joueurs à choisir, il y a des bilans à faire, et la team est là pour vous les faire tous les jours. Des previews à retrouver en écrit et en podcast pour pouvoir se faire un petit peu les bilans de saison des équipes déjà éliminées. Donc, ça peut être intéressant. Vous écoutez ça maintenant, vous écoutez ça un petit peu plus tard, vous les enregistrez, vous écoutez ça quand la saison NBA sera terminée. Vous avez également, évidemment, les articles qui continuent sur le site. On va être là pour vous parler des finales, évidemment. Les 5 choses à retenir, c'est des articles que vous aimez particulièrement. Il y aura les émissions overview, évidemment, sur les plateformes Twitch, YouTube, Twitter pour pouvoir revenir sur les lendemains de match. Donc voilà, on est mobilisé, on est là pour vous faire suivre ces playoffs, ces finales NBA plutôt, 2022 qui vont arriver devant nous et ça va être un kiff. Profitez bien parce qu'après on va être en disette de NBA pendant un long moment. Donc on profite, on kiffe et on est avec vous pour tout ça. Allez, merci PH une nouvelle fois et on vous souhaite de très bonnes finales à tous. Ouais, merci à tous et on vous souhaite de bonnes finales, en effet.